Bonsoir, c'est encore moi. 5 minutes sur la propriété privée, parce que c'est le printemps, il fait tiède, on peut enfin se balader sans nos manteaux de fourrure. Et toute cette joie, ça met de la bonne humeur dans l'air et j'ai envie de la propager, notamment à celles et ceux qui sont fortement dubitatifs envers la propriété privée. Je pense par exemple à Étienne Chouard ou Denis Peter qui sont venus sur la chaîne nous expliquer toute leur méfiance, voire leur hostilité à cette institution de propriété privée. Eh bien, je vous rassure, messieurs, dames, la propriété privée n'existe pas. On va repasser rapidement sur 2-3 illustrations du sujet. Et je vais revenir en premier sur ce petit fait faux, finalement, dont nous avons parlé dans un récent live avec Stéphane et Bhaskar. Donc cette nouvelle comme quoi un agriculteur aurait découvert un gisement d'or sur son terrain, évalué à 4 milliards, et l'État serait venu lui prendre et puis lui confisquer tout ça. Alors apparemment c'est une histoire complètement inventée, c'est une fiction. Cependant, elle est parfaitement réaliste parce que, pris d'un doute, je suis quand même allé vérifier justement l'état des législations. J'ai demandé à ton ami ChatGPT. Alors si lui, il dit des bêtises là-dessus, tu me corrigeras. Hein. Mais qu'en est-il du sous-sol d'un terrain au Québec, par exemple? Un particulier est-il propriétaire des minerais et autres ressources qu'il trouve dans le sous-sol de son terrain privé? La réponse est non. Au Québec, un particulier n'est pas propriétaire des ressources minières, comme les minerais, l'or, le gaz ou le pétrole, situées dans le sous-sol de son terrain, même s'il est propriétaire du terrain. Alors même s'il est effectivement absurde de penser que quelqu'un peut posséder tout le cône qui va de la surface de son terrain jusqu'au centre de la Terre, comme ça arbitrairement, ça contrevient à la notion de homesteading, ça on est d'accord, donc on n'est pas forcément propriétaire des 6000 km qu'il y a sous notre terrain. Mais si tu es le premier justement à creuser et que tu tombes sur un de ces gisements, d'après le droit naturel, qui est universel et qui n'est pas possible de contredire, tu es propriétaire de ce que tu as trouvé. En résumé, au Québec, si un particulier découvre des minerais exploitables sous son terrain, il doit obtenir des permis du gouvernement pour les exploiter. Dans la plupart des cas, c'est une compagnie minière qui, après avoir obtenu un claim, un droit minier, pourrait demander à exploiter les ressources, même sous un terrain privé, avec compensation, mais souvent contre la volonté du propriétaire. Donc au Québec, s'il y a des choses sous ton sol, on peut t'imposer un chantier. Tu n'es plus propriétaire, la propriété privée n'existe pas. En France, comment ça se passe ? Un particulier n'est pas automatiquement propriétaire des minerais, notamment les métaux précieux ou les hydrocarbures qui se trouvent dans le sous-sol de son terrain. Je passe quelques détails techniques. En résumé, un particulier peut être propriétaire de certaines ressources de carrière. Il n'est pas propriétaire des minerais de mine, même sur son propre terrain. L'État conserve ce droit. On n'est propriétaire de rien sur le plan immobilier, donc la propriété privée n'existe pas. Puis de manière générale, quand on considère taxes, impôts et autres permis, tu vois bien que ce que tu crois t'appartenir, par exemple tes revenus, c'est d'abord l'État qui décide ce qu'on va en faire. Il va en prendre une partie sous la menace de la force, bien entendu. Tu ne peux pas refuser la transaction, sinon tu vas en prison et ça peut escalader très très loin. Il est prêt à te tuer, l'État, pour obtenir ce qu'il a envie de toi. Donc la propriété n'existe pas, puisque la propriété, c'est le contrôle légitime, c'est l'espace dans lequel on fait ce qu'on veut. Donc si quelqu'un d'autre contrôle cet espace, qu'il soit physique ou financier, c'est plus une propriété, c'est une location. Sur le plan immobilier, c'est bien entendu le plus criant. On vient de parler des sous-sols. Maintenant, quand tu essayes de ne pas gagner trop d'argent en louant des maisons pour des prix en dessous du prix du marché, là aussi, tu te fais redresser par les impôts. Voici un fait divers.
où le fisc réévalue le loyer d'une maison de 3 000 à 17 500 euros. Bon, ça doit être une belle maison à ce prix-là. Néanmoins, des gens s'étaient entendus pour se la louer à 3 000 euros. Le fisc a dit non, c'est pas assez, je veux la différence. Enfin, il ne va pas prendre 14 000 euros par mois, il va taxer sur la somme que lui estime être le bon loyer, le fisc, et donc il va taxer comme si la personne avait loué ça à 17 000 euros. Il n'y a pas de propriété privée, tu ne contrôles pas ce que tu fais avec ta propriété. Si une autre entité, par exemple la mairie ou l'État, vient décider de ce que tu peux faire avec ta propriété, le prix auquel tu dois la louer, c'est que tu n'es pas propriétaire. Ce fait divers n'est pas un bug, ce n'est pas un dérapage administratif ou quelques fous furieux dans un bureau du fisc qui auraient fait n'importe quoi. Non, ça fait partie vraiment de la machine. Ce n'est pas un bug, c'est une fonction. Si on consulte ce qu'on appelle le droit positif qui réglemente ce genre de cas, voilà ce qu'on nous dit. La différence entre le loyer autorisé par le marché, alors déjà l'expression autorisé par le marché, j'ai déjà les gencives qui saignent, on va dire qu'on va reprendre la phrase. La différence entre le loyer moyen du marché et celui pratiqué par le propriétaire est calculée. Le bailleur paiera alors des impôts sur cette somme, ainsi qu'une amende équivalent à 80% de cette dernière. Ben oui, pourquoi pas, hein, rajouter un petit bonus. Donc, il est prévu par la loi que tu ne peux pas vendre ou louer au prix que tu veux. Enfin là, je pense qu'il ne s'agit que de location, je n'ai pas vérifié ce qui se passe pour les ventes. Si tu ne loues pas selon les normes du marché, le fisc va se servir quand même sur ton dos. Mais même si tu ne cherches pas à faire de transactions sur ton immobilier, parce qu'on a l'habitude que le fisc et l'État en général viennent plonger ses gros doigts joufflus dans ton portefeuille, ça on le sait déjà, même quand tu voudrais jouir de ta propriété dans l'intimité de ta personne, c'est-à-dire par exemple faire des rénovations, changer des fenêtres, tu ne peux pas. À Saint-Malo, en France, une dame de 78 ans est jugée pour avoir changé ses fenêtres sans autorisation. Alors malheureusement, c'est un fait divers parmi plein d'autres, c'est celui qui m'est tombé sous la main. Tu ne peux pas changer tes fenêtres. Tu ne peux pas non plus peindre ta maison de la couleur que tu veux, mettre la porte que tu veux. Ta boîte aux lettres elle-même répond à des normes très strictes. Bref, tu n'es pas propriétaire. La propriété, c'est le contrôle légitime d'une ressource. Quand tu ne contrôles plus cette ressource, de facto, tu n'es pas propriétaire. Pour en revenir aux histoires de pognon, voyons ce que dit la législation par rapport au loyer. On a dit qu'il y avait des planchers. Hein. Tu n'as pas le droit de louer moins cher qu'une certaine marge autour du prix moyen du marché. Sinon, tu te fais foutre des amendes sur la tête. Qu'est-ce que je suis poli ce soir. Mais tu ne peux pas non plus aller trop haut. C'est plafonné, en tout cas dans certains cas. Il y a des choses qui s'appellent des zones tendues apparemment. Et dans ces zones-là, l'augmentation du loyer n'est pas libre. Elle doit être réglementée par la commune. Ah oui, ça dépend des communes apparemment. Bref, tu ne peux pas louer trop bas ni trop haut. Tu n'es jamais propriétaire immobilier. Tiens, au Québec, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu plus vicelard. Tu peux augmenter le loyer des gens apparemment de manière arbitraire, hein, selon ton bon vouloir. Cependant, regarde-moi si c'est pas magnifique ça. Il n'y a pas de montant maximum pour une augmentation de loyer. Celle-ci se doit avant tout d'être raisonnable. Et le mot raisonnable est en gras. J'adore. Le langage là du droit positif, sans déconner, c'est un poème. Ça m'inspire une chanson, tiens. Donc il y a des pourcentages recommandés. Bon, voilà. Il y a des grands calculs qui sont faits. Et si ça ne plaît pas aux locataires, et alors là je peux dire que c'est vrai, moi j'entends des histoires comme ça tout le temps, ils vont aller voir un truc qui s'appelle la régie du logement, tu vois, un terme bien soviétique. Ils vont se plaindre, et puis en général ils gagnent parce que les propriétaires c'est quand même des salauds de riches, il faut quand même reconnaître.
Tiens, d'ailleurs, en parlant de salaud de riche, je vais vous parler 5 minutes de la mésaventure d'un ami à propos de propriété. Donc, ce cher et vieil ami qui est vraiment un salaud de riche parce qu'il possède un appartement qu'il loue. Mais depuis plusieurs mois, la locataire ne paye plus le loyer. Alors, il y a escalade vers un juge. Pendant ce temps, la fameuse locataire a fait une procédure de surendettement. Je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment, on peut dire « Attention, je suis trop endetté ». Et la décision finale, apparemment, revient à la Banque de France. Je ne vois pas ce que la Banque de France vient faire dans une affaire de justice et de réparation, mais bon, je vais simplement vous lire le fin mot de l'histoire. Donc c'est mon ami qui parle. « Je viens de recevoir le rejet de ma contestation concernant la procédure de surendettement dans laquelle la Banque de France décide que la dette de ma locataire de 10 000 € à mon égard est effacée. » Donc la Banque de France a fait savoir au propriétaire du logement que les 10 000 € qu'on lui doit, d'après le contrat de location, eh ben on ne lui doit plus. Voilà, comme par magie, pif pouf. C'est quand même pratique. Je poursuis. J'ai plaidé le fait que je suis au chômage et que j'ai toujours mon emprunt à rembourser. Et le jugement indique, alors là c'est quand même, je pense, une excellente illustration du fait que la propriété privée n'existe pas. Donc voici ce que répond le système étatique à un propriétaire qui se fait squatter en fait par quelqu'un qui ne paye plus son loyer. D'abord, on a effacé arbitrairement à 100% la dette du squatter. Et ensuite, on explique que les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur, quelle que soit celle du créancier. Tu as bien lu. C'est-à-dire que si tu t'endettes assez, eh ben c'est bon, tu leur dois rien et tu peux partir tranquille, ou rester tranquille en fait dans le cas du squat. Moi je trouve que c'est vraiment du grand art. J'adore la République, j'adore la démocratie. D'ailleurs, il ne faut pas être surpris, c'est quand même dans le terme. République, chose publique. Une chose publique ne peut pas être privée. Donc la République et la propriété privée sont forcément complètement mutuellement exclusives. Si une chose est publique, c'est que son usage et son contrôle sont décidés par d'autres personnes que toi, un groupe, minoritaire, majoritaire, peu importe. Mais quand on dit public, c'est que chacun est plus ou moins censé donner son avis, mais in fine, comme il n'est pas possible que toute la population agisse sur une certaine ressource, on, entre guillemets, délègue, parce qu'en fait c'est une prise de pouvoir arbitraire, l'utilisation de ces ressources à un certain groupe qui s'appelle l'État, puis au sein duquel il y a des sous-États, des administrations, des gens, en fait, qui s'approprient ce qu'on appelle le domaine public. Le domaine public, c'est la propriété privée de l'État. Donc République, c'est propriété privée de voleurs, et c'est donc forcément incompatible avec la propriété privée légitime, normale et civilisée, puisque si je ne peux pas décider de ce qui se passe chez moi, je ne suis pas propriétaire, et puisque la République rend tout le domaine sous le contrôle de ce qu'on appelle l'État, la République est complètement anti-propriété. La démocratie, c'est exactement pareil. La démocratie, c'est juste un mode de fonctionnement de la République. Là, c'est encore plus explicite, puisque c'est le pouvoir de la foule. Démocratie, donc, c'est la quantité qui décide pour l'individu. L'individu disparaît complètement, et donc sa propriété n'a plus raison d'être, puisqu'il n'existe plus. Je dis qu'il n'existe plus dans le sens où les décisions qu'il voudrait prendre sont toujours soumises à acceptation ou rejet d'une autre entité que lui-même. Donc ce n'est pas lui qui décide, il n'a jamais le dernier mot. L'individu n'existe plus. Sauf quand il est du bon côté de l'État, bien sûr. Mais ça, c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que démocratie et république sont complètement incompatibles avec la propriété privée. Ce n'est pas logiquement possible d'avoir les deux en même temps. On ne peut pas avoir une société où un groupe décide pour tout le monde
et de la propriété privée en même temps. Ce serait comme de l'eau sèche. Moi, je veux bien, mais moi, ça me donne soif. Finalement, c'est bien ça le contrat social, c'est la négation de la propriété privée. C'est le meilleur descriptif de ce qu'on appelle le contrat social. Je parle bien sûr du contrat social des animaux, des barbares, des électeurs, des gens qui sont républicains, démocrates, monarchistes, minarxistes, peu importe. Du moment que ces gens-là invoquent une autorité suprême, la propriété privée disparaît sur le champ. Alors maintenant, à toi de choisir, parce qu'il y a un autre contrat social disponible sur la table, c'est le principe de non-agression. Ça, c'est le contrat social des êtres humains, de la civilisation. Et tu peux faire tout ce que tu veux comme anthropologie, comme psychologie, comme recherche historique. Tu peux faire de l'empirisme dans tous les sens. Ce sera toujours hors sujet, parce que là, tu as affaire à un dilemme purement rationnel. Est-ce que la propriété privée est compatible avec le pouvoir politique qui est l'équivalent d'une agression avec des formulaires et des tampons? La réponse, elle est simplement non, et ce n'est pas une question empirique. Comprends-tu? C'est un choix que tu dois faire maintenant. Lequel de ces deux contrats sociaux choisis-tu? Et ce n'est pas une question pour le plaisir de la discussion, c'est quelque chose de concret. La propriété privée, c'est la concrétisation du droit naturel. C'est le droit qui s'incarne dans la propriété. C'est la reconnaissance sociale de la souveraineté de l'individu. Tu ne peux pas à la fois reconnaître l'individu souverain et dépendant d'une décision extérieure. Donc tu dois choisir entre propriété privée et république, entre civilisation et État. C'est comme ça. Tu dois choisir. Tu dois choisir, bon, c'est une formule rhétorique, bien sûr. C'est pour illustrer en fait que tu es face à ce choix et que tu es obligé de t'engager dans une des deux avenues, pour ou contre la civilisation, pour ou contre la propriété privée. Et ça, c'est bien un choix. Dans le sens où quand tu commets le moindre acte qui favorise l'État, alors tu as pris la décision de te comporter comme un complice. Tu as vendu ton âme, tu t'es comporté comme un singe en meute qui a eu trop peur ou trop froid ou trop envie de quelque chose que possédait le singe d'en face. Donc vous avez tous décidé de l'attaquer pour lui piquer parce que c'était très urgent comme situation. Voilà, c'est expédient. C'est facile, ça peut être pas loin, ça ne demande pas de réfléchir beaucoup. Et puis en plus, on voit tout de suite ce qui se passe. Le long terme, on verra plus tard. On verra plus tard. Ça, c'est une formule qui marche toujours. Et c'est en plus une formule qui est vraiment bien mise en valeur, surtout dans un système démocratique. C'est l'essence de la démocratie, on verra plus tard. On a vu tout à l'heure que c'était de la dictature distillée. C'est aussi comment on appelle ça, de la procrastination olympique. Vu que les espèces de têtes de gondole là, qui se font élire tous les 4-5 ans changent, il y a un horizon extrêmement court à leurs décisions, et donc aux tiennes, puisque toi, tu crois que tu les mets au pouvoir, donc tu vas t'engager derrière cette bande de pourriture pour une durée de quelques années. En fait, c'est vraiment raccourcir l'horizon des gens. Et si tu commets ce genre d'acte de sabotage du futur, en fait, tu es complice. Tu nies la propriété privée consciemment. C'est un choix que tu as fait. Quand tu votes, quand tu soutiens l'État d'une quelconque manière que ce soit, tu es complice de l'État et tu dis ouvertement « je suis hostile à la propriété privée ». Donc d'un certain côté, même si c'est un calcul de ta part, une sorte de stratégie, écoute, si on te la pique ta propriété privée, de quoi tu te plains ?